Donc, je suis Thibaut Gressinger, je suis docteur en sciences cognitives et je suis chercheur indépendant sur les questions sur tous les aspects de dynamique sociale, les aspects de facteurs humains de la transition écologique des territoires. Et je suis le fondateur d'un groupe ou d'un collectif de chercheurs qui s'appelle le ACT Lab, qui a pour but d'un côté de faire de la recherche et de l'autre aussi d'aller sur les territoires pour conseiller les décideurs. Il y a déjà des enjeux de prise de conscience de toutes ces euh, de la crise, une crise qui impose à la fois de réduire notre impact sur l'environnement, donc de repenser des modes de vie, de repenser des organisations sociales et repenser également l'aménagement de territoires, de plans de mobilité. Donc ça touche à énormément d'aspects de notre environnement, environnement physique, matériel, mais aussi social. Donc ça, l'idée, c'est bien sûr de réduire notre impact sur l'environnement et notamment en termes de gaz à effet de serre. Mais à cela, en fait, ça ajoute également le défi de mettre en place des stratégies pour rendre nos sociétés, nos communautés plus adaptées aux impacts qu'on peut d'ores et déjà sentir et qui vont s'accélérer dans les prochaines années du dérèglement climatique notamment, mais pas que, aussi de l'effondrement de la biodiversité, de la pollution. Donc, c'est des défis qui sont assez vertigineux et la réponse à apporter, elle doit forcément être multiple, transversale et impliquer tous les acteurs de la société. Et alors, bien évidemment, c'est important à l'échelle de chacun de se questionner sur ses propres comportements. Mais je pense qu'une notion qu'il faut garder en tête, c'est la notion de marge de manœuvre. Et la question qui va se poser, c'est quelle marge de manœuvre on a en tant qu'individu. Et en tant qu'individu, on a une marge de manœuvre, bien sûr, à notre échelle, sur nos comportements de consommation, sur nos choix de transport, sur toutes les décisions qu'on peut faire tous les jours et qui vont du coup ponctuer notre quotidien. Donc l'environnement, il va avoir un impact assez fort en fait sur cette marge de manœuvre et sur notre capacité d'action en tant qu'individu. Il peut avoir un impact important en fonction du stress qu'il peut générer, par exemple, dans les milieux hyperurbains. Et donc ces niveaux de stress, ils vont impacter notre marge de manœuvre. Notre lieu de vie aussi va également affecter notre marge de manœuvre. Si on vit dans des milieux ruraux, on va avoir une marge de manœuvre qui va être différente sur ces problématiques qu'en milieu hyperurbain. On peut penser à la mobilité, par exemple. Donc, notre marge de manœuvre va changer aussi en fonction de notre milieu de vie, en fonction de notre niveau de vie, bien évidemment, parce que notre salaire, ou en tout cas notre pouvoir d'achat est corrélé à typiquement un taux d'émission de gaz à effet de serre qui fait que plus on a de quoi acheter et de consommer, plus on va le consommer et de fait, plus on va participer au problème. Donc il y a une répartition de l'impact environnemental qui est différent au sein de la population, notamment sur ces dimensions socio-économiques. Et donc la question qui a à se poser, c'est qu'il y a en permanence une tension en fait, entre notre capacité de changement de l'environnement et la capacité de notre environnement de nous changer. Et je pense que toutes les thématiques qui sont liées à l'adaptation et notamment à la résilience, en fait, reposent sur cette double problématique qui est de faire en sorte qu'on structure des environnements qui nous en capacitent ou qui nous donnent une plus grande capacité de manœuvre ou une plus grande marge d'action pour pouvoir, en retour, changer et transformer ces sociétés ou ces environnements de vie. De donner les capacités à pouvoir soi-même accroître sa marge de manœuvre tout en prenant en compte, et c'est là où c'est l'équilibre difficile, le fait que la marge de manœuvre peut être aussi restreinte, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de faire tout, et il y a des forces sociologiques, disons, ou même physiques ou structurelles qui vont aussi réduire ces capacités. Des populations pauvres, ou en tout cas qui sont dans les endroits qui sont considérés comme hostiles, par exemple, vont avoir une plus grande difficulté à se projeter dans le temps et une plus grande difficulté à pouvoir mettre en place des stratégies à long terme, ne serait-ce que parce que dans un environnement qui est hostile, où la survie prime, eh bien, les actions de court terme qui vont faciliter la survie vont être privilégiées. Et donc, de ce fait, d'être conscient du fait qu'en fonction du milieu dans lequel on vit et du niveau de vie qu'on a, eh bien, ça peut aussi impacter notre propre capacité d'apprentissage. Et ce qui est plus intéressant encore, je pense, c'est la question de la résilience collective et la résilience des communautés. On peut
permettre à des communautés de se structurer ou de s'organiser de manière à pouvoir être plus résilientes, au-delà des capacités individuelles de résilience des différents membres d'un groupe. Et donc ça va dépendre de différents facteurs. Il y a des études qui ont été faites suite à des catastrophes naturelles pour essayer de regarder qu'est-ce qui est déterminant. Et les questions de communication ou de capacité de communication, de multiplication des canaux de communication, par exemple, au sein d'un groupe ou d'une communauté va être déterminant. Les savoirs locaux et l'attribution des différents rôles aussi, des différents membres d'un groupe, qui fait quoi à quel moment, qui a la capacité de réagir dessus, ça va être déterminant. Bien sûr, les ressources dont ils disposent, leur niveau de préparation et donc la culture face à un risque, les structures de gouvernance. Enfin, il y a tout un tas de déterminants en fait, de la résilience des communautés qui fait qu'un village, un quartier va être capable de s'organiser face à une catastrophe. Donc ça peut les rendre plus à même de répondre aux risques et de pouvoir se mettre à l'abri rapidement et arriver à entraider les autres. En sachant que la capacité de coopération dans ces cas-là, elle est cruciale à maintenir ou à entretenir parce que c'est ça qui va assurer le maintien, l'entraide et du coup la résilience du groupe. Donc pour moi, il y a deux niveaux de résilience, un niveau disons individuel qu'on peut entretenir vis-à-vis de l'action, l'environnement de vie et donc c'est des composantes qui sont disons plus sociales et au niveau du groupe par la mise en place de dispositifs et le travail avec des communautés de manière à faire en sorte qu'au sein de leur communauté, ils aient tous les éléments, en tout cas toutes les dimensions de la résilience à prendre en compte. En fait, quand on ouvre la boîte de Pandore de la cognition, il y a énormément de mécanismes qui peuvent rentrer en jeu et qui peuvent rendre difficiles ces changements. Certains parlent de biais cognitifs, c'est-à-dire que ça devient un biais cognitif à partir du moment où ces mécanismes cognitifs, eh bien, ils vont faire obstacle ou entraver un comportement qu'on aurait jugé comme étant bénéfique ou rationnel à adopter. La dimension sociale est une dimension importante de notre cognition. On raisonne beaucoup par rapport aux autres. Un exemple, c'est le fait qu'on on va imiter les autres, on va se conformer aux autres, on va suivre des normes qui sont établies au sein d'un groupe. Et donc, typiquement, ce mécanisme-là de reconnaissance de normes et de suivi de différentes normes sociales, il peut s'avérer être un obstacle pour changer son comportement. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'alimentation, la réputation qu'on peut avoir au sein d'un groupe, le fait que on va établir des liens de confiance. Je sais pas, on peut prendre la confiance par exemple. À qui on fait confiance, pourquoi on fait confiance et qu'est-ce qui va déterminer le niveau de confiance. Ça va être quelque chose qui va être important à prendre en compte dans les dynamiques de changement. Et puis après, on a des choses qui sont plus au niveau de la cognition, disons, individuelle, sur la difficulté qu'on peut avoir de planifier un changement, de changer des habitudes ou de changer des pratiques qui sont bien ancrées. Il y a toute une dimension avec d'un côté la conscience qu'on a des enjeux et de la conscience qu'on a de ce qu'on devrait faire et pourquoi on le devrait faire, jusqu'à le sentiment d'urgence et l'intention d'engager un changement. Donc ça nécessite de savoir pourquoi changer et quoi changer dans un premier temps à l'échelle individuelle. Si je sais qu'il y a un dérèglement climatique, ça ne me dit absolument pas comment est-ce que moi, en tant qu'individu, en fait, je dois changer mes pratiques ou mes comportements. Et donc, ça nécessite d'avoir bien conscience des enjeux, savoir comment ça se décline aux différentes échelles d'organisation et a fortiori comment ça se décline jusqu'à moi, comment je participe à, et de savoir quelles actions prioriser, lesquelles sont les plus impactantes, si mon objectif c'est de réduire mon impact sur l'environnement. Et ensuite de trouver ce qui va me motiver à pouvoir engager ce changement, parce qu'un changement, il faut qu'il soit pérenne. Et donc, on peut être très motivé par l'anxiété ou par le sentiment d'urgence, mais ça ne change pas un mode de vie. Et un mode de vie, ça passe par le bien-être aussi des individus. Et donc, transition écologique, elle ne peut se faire que si elle est associée à un confort, en tout cas un maintien du bien-être. Et ce maintien du bien-être, ce n'est pas forcément un maintien du confort de vie. C'est-à-dire que notre vie ultramatérielle n'est pas garant de bien-être. Nos hauts niveaux de salaire ou de pouvoir d'achat ne sont pas corrélés avec notre niveau de bien-être. Un bien-être, ça va dépendre de notre environnement social, ça va dépendre de notre capacité à pouvoir gérer le stress, etc. Il y a plein de facteurs qui déterminent le bien-être. Et donc, de savoir comment est-ce que des enjeux de sobriété énergétique et matérielle
vont pouvoir s'articuler dans une perspective de bien-être individuel. Comment est-ce qu'on peut d'un côté faire en sorte que les citoyens se sentent mieux et vivent mieux, et de l'autre que ça réponde aux enjeux de transition. C'est hyper important parce que c'est ça qui garantira le fait que ces transformations soient pérennes. On ne peut pas compter que sur les motivations individuelles en fait. Il y a un décalage entre notre cognition et l'environnement dans lequel on vit actuellement. Comment notre environnement il va impacter notre marge de manœuvre individuelle, mais aussi comment est-ce que ce qu'on va opérer comme changement dans nos systèmes d'organisation, eh bien, ça va rendre encore plus difficile en fait notre capacité de changer. Le fait de donner tout à tout le monde dès qu'ils le veulent, ça va rendre encore plus difficile la capacité de se retenir et de faire autrement. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête parce que plus ça va, plus en fait on compte sur les individus pour inhiber eux-mêmes leur comportement en les plongeant dans un environnement qui finalement leur donne tout ce qu'ils veulent en permanence en fait. Et donc là, il y a clairement ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et donc toutes ces injonctions paradoxales, elles doivent être révélées pour faire en sorte qu'elles soient prises en compte. On ne peut pas demander aux gens de consommer moins et en même temps d'avoir des panneaux publicitaires partout dans la ville qui prônent la consommation, la surconsommation. C'est totalement antinomique. Donc, plus on aligne notre environnement avec les enjeux qu'on se donne en tant qu'individu, avec les changements de pratiques qu'on veut voir, plus ça sera facile aussi pour nous de pouvoir changer. Pour faciliter aussi leur propre changement, parce qu'à partir du moment, et ça c'est une capacité qu'on a en tant qu'humain, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est la capacité qu'on a à pouvoir prendre du recul sur ses propres actions, ses propres mécanismes cognitifs, de manière à pouvoir se donner des marges de manœuvre plus grandes, de se donner les capacités de pouvoir accroître ses propres capacités. C'est quelque chose qui est souhaitable à pousser, je pense.